Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numérique Câble et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Plusieurs hommages ont lieu en France hexagonale en l'honneur de Clarissa Jean-Philippe, la jeune policière martiniquaise tuée par Amédi Koulibaly en janvier 2015. La fête de l'Épiphanie a lieu comme chaque année le 6 janvier, tandis que les préparatifs du carnaval ont déjà été lancés. Enfin, mauvaise nouvelle, en ce début d'année, les tarifs des complémentaires santé vont augmenter. Et pour commencer ce journal, c'est un violent accident qui a eu lieu hier, dimanche, à Haïti. Un autobus a percuté un camion avant de se retourner. Sur les 64 voyageurs, 21 ont perdu la vie et une cinquantaine a été blessée. C'est une découverte macabre qu'a fait une employée municipale ce lundi matin. Le cadavre d'un jeune homme de 30 ans a été retrouvé à l'école primaire de Dumaine au Gros-Morne. L'homme est connu de la commune. L'établissement est fermé jusqu'à nouvel ordre et les membres de la communauté scolaire ont été répartis sur 3 écoles du bourg de la ville. Plusieurs cérémonies d'hommage ont été organisées depuis vendredi dernier en l'hommage de Clarissa Jean-Philippe. Souvenez-vous, il s'agit de la policière qui a été tuée à Montrouge par le terroriste Amédi Koulibaly le 8 janvier 2015 pendant la série des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. Ce lundi matin, c'est la ville de Montrouge qui a rendu hommage à la jeune martiniquaise. Sa famille était présente, de même que de nombreuses personnalités politiques, des policiers, anciens collègues de la jeune fille ou encore des anonymes simplement venus s'associer à la peine des proches. Chaque année, à la même époque, nous célébrons la fameuse galette des rois. Il s'agit de la fête de l'Épiphanie. Si elle a officiellement lieu le 6 janvier, elle peut malgré tout s'étendre sur plusieurs jours. Le mot épiphanie est d'origine grecque, il signifie apparition. La fête de l'épiphanie correspond ainsi au jour où les rois mages, guidés par la lumière d'une étoile, arrivent jusqu'à Jésus dans l'étable où il est né. Pour célébrer son arrivée en guise de respect, les rois mages lui offrent des cadeaux, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Nous mangeons donc la galette des rois ce jour-là. En réalité, c'est l'Église qui a institué cette tradition typiquement française. Elle remonte au XIIIe siècle. À cette occasion, la galette était partagée en autant de portions que d'invités, plus une part. Cette portion supplémentaire, appelée part du bon Dieu ou part de la Vierge, était donnée aux premiers pauvres qui passaient. Le premier dimanche de janvier, la tradition veut que l'on tire les rois pour célébrer l'épiphanie. Une fève est cachée dans la galette et celui ou celle qui obtient cette fève devient le roi ou la reine de la journée. La fève de la galette des rois remonte au temps des Romains. Au XIe siècle, certains avaient pour habitude de désigner leur chef en cachant une pièce dans un morceau de pain, une pièce d'argent, une pièce d'or, ou bien pour les plus pauvres en haricots blancs. Celui qui la trouvait était alors élu. Plus tard, ce pain a été remplacé par de la brioche. À la fin du XVIIIe siècle, les premières fèves en porcelaine représentant l'enfant Jésus sont apparues. Aujourd'hui, c'est encore une vraie fête que de trouver la fève dans la galette des rois. Les 3 prétendants au mandat de président de l'Université des Antilles sont tous guadeloupéens. Il s'agit de Stase Janqui, Jean-Gabriel Montauban et Vincent Valmourin. C'est la 2e fois que Stase Janqui et Jean-Gabriel Montauban présentent leur candidature à la présidence de l'université. L'élection aura lieu le 25 janvier prochain. En tout cas, tous ont la même volonté que cette nouvelle gouvernance se déroule dans un climat apaisé. L'IMFPA, l'Institut martiniquais de formation professionnelle des adultes, est donc la structure qui remplacera l'AFPA.
L'ouverture devrait avoir lieu courant janvier, mais aucune date précise n'a été communiquée. Concernant le recrutement des formateurs, des appels à candidature ont été lancés, notamment sur la plateforme du Pôle emploi Martinique. Tous ceux qui souhaitent mettre leurs compétences au service de la nouvelle structure peuvent candidater. 3 ans après son ouverture, l'IMS, l'Institut martiniquais du sport, convie la population martiniquaise à une journée porte ouverte le samedi 7 janvier. Une journée placée sous le signe du sport et une journée aussi pour faire découvrir aux Martiniquais l'IMS. Car plusieurs années après sa création, cette infrastructure de 7 hectares est encore méconnue d'une partie de la population et peine à assurer sa mission principale, accueillir des événements sportifs et être un centre de référence en matière de formation au métier du sport. Et pour cause, beaucoup de conférences ont eu lieu à l'IMS depuis sa création, mais peu d'événements sportifs. En 2017, cela devrait changer. L'IMS accueillera les Jeux des îles en mai prochain et des formations seront proposées à ceux qui souhaitent faire carrière dans les métiers du sport, mais reste à voir lesquels. Quoi qu'il en soit, samedi 7 janvier, c'était donc un moment important, en quelque sorte le baptême de l'IMS, comme l'explique Jean-Philippe Nilor, le président de la structure. Ce jour-là, le monde du sport a répondu présent et le public est aussi venu nombreux découvrir le lieu et surtout les dizaines d'activités sportives mises en avant à travers des démonstrations et initiations. Crossfit, gymnastique, fitness ballet, sport collectif, yoga ou encore taekwondo. Voici quelques-unes des disciplines présentées par des équipes dynamiques dont le but était de faire adhérer les participants en mettant notamment l'accent sur les bénéfices du sport sur la santé. Selon Jean-Philippe Nilor, les Martiniquais doivent s'approprier cet outil mis à leur disposition qu'est l'IMS et les métiers du sport sont des métiers d'avenir. En tout cas, les Martiniquais sont en demande. Espérons donc que l'IMS saura se positionner cette année sur ce créneau qu'est le sien. Conformément à la loi Macron, à partir du mois de juin, les travailleurs du BTP seront dans l'obligation de se munir en permanence d'une carte professionnelle officielle justifiant de la régularité de leur situation. Une mesure destinée à faciliter les contrôles de l'inspection du travail et à lutter contre le travail illégal qui serait particulièrement fréquent dans le secteur du bâtiment. Notons que la réforme semble plutôt bien accueillie par les professionnels. À partir du mois de juin, donc, les patrons dont les salariés ne présenteront pas leur carte seront passibles d'une amende de 2 000 €. Les fouilles archéologiques se poursuivent sur la plage de Tartane après la découverte la semaine dernière d'un squelette datant de l'époque coloniale. Ce squelette est le 4e trouvé dans cette zone durant les 7 dernières années. Mais il n'a pas permis de savoir si le site était un cimetière d'esclaves, un tombeau de naufragés ou encore la fosse commune des victimes d'une épidémie. Les tarifs des complémentaires santé vont augmenter cette année. En cause, la hausse des dépenses de santé et la généralisation de la complémentaire santé d'entreprise. 2017 sera décidément une année compliquée pour le portefeuille des ménages. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. Augmentation du prix du gaz, des tarifs bancaires, des assurances automobiles et habitation. Ce n'est pas fini. Il faut également s'attendre à une augmentation des tarifs des complémentaires santé en 2017. L'augmentation moyenne pour les contrats individuels devrait ainsi être comprise entre 2 et 4%. En cause, la hausse des dépenses de santé. Les tarifs de cette année intégreront par exemple le passage de 23 à 25 € du prix de la consultation chez le médecin généraliste à partir du 1er mai 2017. Par ailleurs, la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés, imposée aux entreprises depuis le mois de janvier dernier, est aussi un facteur d'explication.
Ce lundi matin, en Guadeloupe, l'IME, l'Institut médico-éducatif Les Gommiers, organisait une assemblée générale suite à la polémique suscitée par une lettre anonyme dévoilant des violences internes et un fonctionnement opaque au sein de l'établissement. Notons que l'IME prend en charge pas moins de 124 jeunes handicapés mentaux. Avez-vous entendu parler du droit à la déconnexion? Applicable dans certaines entreprises en France depuis le 1er janvier 2017, il s'agit d'une première mondiale. Explication. Transition numérique, dématérialisation, à l'heure de l'hyperconnexion, les entreprises évoluent avec leur temps. En tout cas, elles devraient si elles souhaitent s'adapter à leurs consommateurs. Mais voilà, les technologies de l'information et de la communication n'ont pas seulement transformé les modes de consommation, elles ont aussi créé de véritables révolutions dans la sphère professionnelle et l'impact sur l'organisation du travail des salariés est indéniable. Un salarié qui répond à ses mails le week-end, tard le soir ou alors même qu'il est en vacances, la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle devient de plus en plus poreuse. L'espace et le lieu de travail sont multiples et peuvent dans beaucoup de cas s'incarner n'importe où, n'importe quand. Quel est donc l'impact sur le bien-être au travail et même sur la santé publique? Le gouvernement a en tout cas apporté sa réponse à la question en instituant le droit à la déconnexion applicable depuis le 1er janvier 2017. Ainsi, la loi travail promulguée en août 2016 impose une obligation de négocier sur ce sujet dans les entreprises de plus de 50 salariés qui disposent d'un délégué syndical représentatif. Couper les serveurs informatiques, interdire les communications le soir ou encore imposer des journées sans courriel, voilà les mesures déjà appliquées par certaines entreprises. Pourtant, cette réponse de l'État appelle à bien d'autres questions, celles de l'espace, de la durée et du lieu de travail. Par ailleurs, comment l'employeur doit-il appliquer ce droit? Pour qui et sous quelles conditions? Cette mesure est-elle réellement adaptée à l'évolution du travail en entreprise? Qu'en est-il, par exemple, des organisations de travail flexibles, intrinsèques au fonctionnement de certaines entreprises ou qui permettent à d'autres de gagner en productivité? Car on le sait, quand bien même le salarié devrait obligatoirement se déconnecter à partir d'une certaine heure, cela ne signifie pas pour autant qu'il décroche réellement. Les bénéfices de la déconnexion restent donc à prouver. Le rapport sur la transformation numérique et la vie au travail, à l'origine de ce nouveau droit, recommande de considérer la charge de travail, élément effectivement plus pertinent que la durée du travail. Mais alors finalement, ce droit ne pose-t-il pas une fois de plus la question du temps de travail en France? Le fameux 9h-17h est de toutes les façons obsolète, alors n'est-ce pas cela plutôt qu'il faut réformer? Quant à la difficulté de concilier vie professionnelle et privée pour le salarié, cette problématique est certes accentuée par l'utilisation des technologies, mais il nous semble qu'elle relève avant tout du management des équipes et de la gestion de l'entreprise. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.